Bon, vous avez été tellement nombreux à me parler de la vidéo d'AS Miniature où il parle de sa liste d'armées Space Marine, lui permettant d'avoir aucune figurine sur le champ de bataille dès le tour 1. Pour commencer, je tiens à préciser certaines choses. La première, c'est qu'il explique clairement que le but était de s'amuser. C'est juste une liste qui est censée surtout être drôle. Je ne pense pas du tout que ça soit une liste qui pourrait marcher dans un cadre très compétitif. Je pense que clairement là, ça se ferait un petit peu défoncer. Mais en tout cas, à jouer comme ça entre potes, je pense que le dimanche, ça peut être assez marrant. Et je trouve que c'est une excellente chose. Et on ne le dira jamais assez, il est tout à fait toléré sur mes chaînes de faire des erreurs de bonne foi. Bien que la V10 de 40K ait été simplifiée, le jeu n'en reste pas moins velu lorsque l'on s'intéresse aux détails, que ce soit à cause d'anciennes versions se mélangeant aux nouveaux changements, ou même des problèmes de traduction. Bref, il y a des erreurs et c'est grâce à cela que nous allons nous poser les bonnes questions sur ce qu'il est possible de faire ou non, pour peut-être atteindre l'objectif d'avoir aucune figurine sur le champ de bataille au tour 1. Et en troisièmement, je vais répondre aux personnes qui crieraient au drama. Il n'y aura aucun drama entre AS Miniature et moi, car je l'ai tout simplement contacté pour lui demander si je pouvais utiliser sa vidéo pour expliquer en détail tous les soucis de règles autour de toutes les étapes de début de partie. Donc merci à lui de m'y avoir autorisé. D'ailleurs, je tenais à rajouter, au vu de la véhémence de certaines personnes dans leurs propos, je trouve cela très courageux de la part d'AS Miniature de s'être lancé dans ce genre de contenu. Alors je n'aurai qu'une seule chose à dire, continue comme ça mec. Maintenant, je ne vous embête pas plus, passons aux explications. Pour commencer, nous allons préciser les différents formats joués. Le premier que j'ai tendance à appeler jeu de base, où vous n'avez qu'une seule mission dans le livre de règles appelé Que la guerre, qui est excellent pour apprendre les bases des débuts de partie, mais où il reste pas mal de points qui ne sont pas éclaircis. Quand vous découvrez pour la première fois le jeu de Warhammer 40 000 dans cette 10e édition, c'est un parfait début pour faire vos premières parties. Et vous avez le mode croisade, qui possède aussi tout son propre processus de début de partie. Et dans cet épisode, je ne parlerai que du format compétitif, dit de jeu égal, où nous utilisons le processus de début de partie des parties Léviathan du saut capitulaire. Oui, c'est un nom pompant, mais que voulez-vous? Déjà, une première critique. Games Workshop aurait dû mettre tout ce processus directement dans le livre de règles, plutôt que de l'incorporer à un kit d'achat supplémentaire. Car lorsque vous êtes un joueur non compétitif, vous aurez forcément le réflexe de regarder votre livre de règles sans avoir acheté ou même d'être au courant qu'un kit supplémentaire est à acheter pour savoir comment se déroulent les débuts d'une partie. Et si vous jouez contre une personne habituée au jeu égal, forcément, il y aura des incompréhensions. Donc, comment cela se déroule? La première étape, rassembler les armées. C'est souvent le moment où vous expliquez votre liste d'armées à votre adversaire, où vous posez vos questions, exprimez les trucs et astuces de vos unités, de vos stratagèmes, etc. Donc, soyez gentilhomme, pour ne pas dire gentleman. C'est beaucoup plus intéressant de faire une partie où aucun joueur n'a trompé l'autre. En tout cas, c'est mon point de vue. Et même s'il y a eu des erreurs de jeu, ce n'est pas grave. Proposez tout simplement de refaire une partie un autre jour, car le plus important, c'est de pouvoir partager un excellent moment. Alors si en plus vous apprenez des choses sur votre faction, celle de l'adversaire, ou même du jeu en soi, c'est une bonne chose. Deuxième étape, déterminer la mission. Il existe différentes manières de déterminer la mission. Vous pouvez faire simplement en tirant au sort votre déploiement, la règle de mission et la mission principale, puis de vous partager les cartes d'objectifs et gageurs entre attaquants et défenseurs. Vous pouvez aussi utiliser le tableau de mission prédéterminé par Games Workshop dans le supplément pour les organisateurs de tournois. Vous pouvez télécharger sur le site de Warhammer Community. Si j'y pense, je vous mets le lien en description ou faites-moi penser en commentaire. Le référencement toujours. Si vous préparez un tournoi, les organisateurs auront peut-être dévoilé les scénarios joués à chaque ronde. Donc si vous vous entraînez pour ce tournoi, vous pouvez tirer au sort l'un de ces scénarios. Bref, il y a largement de quoi faire pour générer vos missions. Troisième étape, lire la mission. C'est un moment assez important, car c'est ici où vous devez être clair entre vous sur comment vous allez marquer vos points de mission principale, que l'on a tendance à appeler points de primaire. Et surtout, la règle de mission, qui apportera certaines mécaniques de jeu supplémentaires, sauf si vous tombez sur plus tranquille. Prenez le temps pour être certain que tous les joueurs aient bien compris comment devrait être joué le scénario, et n'ayez pas peur de poser des questions, même si elle peut sembler non pertinente au premier abord. Une question représente toujours un doute, et celle-ci peut amener à des erreurs et des frustrations qui peuvent enlever le plaisir du jeu. En quatrième étape,
placer les pions d'objectifs. On passe assez rapidement dessus car les cartes de déploiement vous montrent où sont placés les objectifs. Bien que le kit supplémentaire du saut capitulaire vous offre 6 pions d'objectifs, je vous encourage à utiliser les galettes d'objectifs. N'ayant pas de partenaire commercial au moment de cette vidéo pour ce genre de matériel, peu m'importe la marque, mais j'avoue qu'ils sont bien pratiques. Assurez-vous tout de même qu'ils ne datent pas de la V8, car il me semble qu'il y a eu un changement entre les gabarits d'objectifs V8 et V9. N'hésitez pas à me le dire si c'est bien le cas en commentaire, toujours pour le référencement. Allez, passons à la 5e étape, créer le champ de bataille. Bon là, il y a plusieurs écoles. Vous pouvez utiliser ce qui est préconisé dans le livre de règles aux pages 49 à 52, et je la trouve un peu légère en explication. Vous avez la méthode LVO, Las Vegas Open, où chaque joueur possède les mêmes décors qu'ils vont placer à tour de rôle en suivant certaines règles. Vous avez aussi les gabarits de table de Games Workshop, proposés dans le supplément aux organisateurs de tournois, où vous trouverez 4 dispositions différentes de décors. Tout cela, bien sûr, afin d'équilibrer vos parties. Il y a ceux du WTC, World Team Championship, qui sont pensés pour équilibrer d'autant plus le jeu par rapport à ceux proposés par Games Workshop. Ou alors, une ancienne méthode, lorsque je joue, par exemple avec mes petits cousins, vous prenez des décors qui vous plaisent, vous les entassez les uns à côté des autres pour remplir l'équivalent d'un quart de table. Une fois fait, vous les dispatchez à tour de rôle. Bien entendu, il y a d'autres méthodes, mais vous avez compris le principe. Mettez-vous d'accord sur quel type de champ de bataille vous souhaitez jouer votre partie, et surtout, mettez-vous d'accord sur l'empreinte au sol pour les décors n'étant pas soclés, afin de savoir si vos figurines sont ou non dans le décor. La 6e étape, déterminer l'attaquant et le défenseur. C'est très simple, chaque joueur lance un D6, et celui qui obtient la plus haute valeur remporte le jet de dés. En cas d'égalité, vous relancez. Le gagnant du jet de dés détermine qui sera défenseur et attaquant. C'est lui qui choisit. La carte de déploiement vous montre les zones de déploiement attaquant, avec l'épée croisée en rouge, et défenseur le bouclier en vert foncé. Donc il n'y a pas de choix sur la zone de déploiement car celle-ci est déterminée sur les cartes. N'oubliez pas de vous partager les cartes de missions secondaires et les gageurs. 7e étape, choisir les missions secondaires. Mettez les gageurs de côté, vos missions secondaires sont séparées en 2 types, les missions fixes avec ce petit logo et les missions tactiques, celles sans le petit logo. Si vous décidez de partir sur les missions fixes, vous en choisissez 2 parmi elles et ce sera votre manière de marquer des points de missions secondaires. Si vous n'avez pas 2 missions fixes à choisir, alors mélangez toutes les cartes de missions secondaires, fixes et tactiques, cela deviendra votre pile de missions tactiques. Ah oui, puisque je vous ai dit de mettre les gageurs de côté, vous n'avez pas à les mélanger avec les missions secondaires. Au début de votre phase de commandement, vous piochez jusqu'à avoir 2 cartes de mission. Celles-ci pourront être réalisées durant votre tour. Si vous avez pioché une mission qui ne vous intéresse pas, vous avez la possibilité, une seule fois durant la partie, d'utiliser le stratagème Nouveaux Ordres. Pour 1 point de commandement, vous pourrez défausser la mission qui ne vous intéresse pas pour en piocher une autre à la place. Lorsque vous arrivez à la fin de votre tour, si vous n'avez pas réalisé toutes vos missions secondaires, vous pouvez les défausser. Peu importe le nombre de cartes défaussées de cette manière à la fin de votre tour, vous gagnez qu'un seul point de commandement. D'ailleurs, vous le gagnez si vous n'avez pas déjà gagné un point de commandement durant votre tour grâce à certaines capacités. Celui-ci fait partie de la limitation au nombre de points de commandement gagnés durant votre tour. La 8e étape, déclarer les formations de bataille. Voilà enfin l'étape qui va nous intéresser par rapport à la vidéo d'AS Miniature. D'abord, vous attachez vos personnages aux unités, ce qui réduit le nombre d'unités dans l'armée, car un personnage et une unité de garde du corps à laquelle il est attaché ne forment plus qu'une seule unité à ce moment-là. Durant la bataille, votre personnage redeviendra une unité à part entière s'il perd son unité de garde du corps, mais on aura largement dépassé le premier tour de jeu, donc cela ne nous intéresse pas. Puis, comme dirait Boris Vian, avec des si, on scirait. Oui, je vous pose ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, vous annoncez quelles unités débutent la partie dans leur véhicule de transport. Cela sera particulièrement important pour les modules de largage, les drop pods. Puis, c'est à partir de ce 3e point qu'il sera important de comprendre la gestion des réserves et des réserves stratégiques. Il y a bien une différence de traitement entre la réserve et la stratégique. Dans le livre de règles, à la page 43, au format force de frappe, Strike Force en anglais, vous pouvez mettre 500 points de réserve stratégique, mais on ne vous dit rien pour la réserve. Dans le saut capitulaire, vous annoncez les unités allant en réserve, souvent celles ayant la capacité frappe en profondeur ou d'autres capacités du même genre, et celles qui iront en réserve stratégique. Pourquoi une telle différence? Eh bien, les unités de réserve stratégique suivent tout un ensemble de règles pour arriver sur le champ de bataille en fonction du tour de jeu en cours, alors que les unités de réserve suivent les règles liées à leur capacité, comme la frappe en profondeur. À ce moment précis, vous devez respecter certaines choses. Vous ne devez
pas, voire plus de la moitié des unités de votre armée en réserve. Et la somme des points de ces unités ne peut pas être de plus de la moitié du total de l'armée. En nous précisant tout de même que les unités embarquées dans un transport comptent comme des unités de réserve. Avant de continuer, regardons la liste d'AS Miniature. Tout d'abord, les modules de largage. Ils vous permettent de ne pas prendre en compte lui-même et les unités transportées dans le nombre maximum d'unités en réserve. Je mets l'accent sur le fait que le module permet seulement de ne pas prendre en compte le nombre d'unités placées en réserve. Il ne permet pas de déroger au nombre de points. C'est une nuance très importante. Le capitaine Phobos vous permet, lorsque nous aurons déployé nos armées et déterminé le premier joueur, d'avoir la possibilité de redéployer un certain nombre d'unités que vous pouvez placer en réserve stratégique en ignorant le nombre d'unités déjà présentes. Ici aussi, je mets l'accent sur le fait que l'on parle du nombre d'unités, donc on ne déroge toujours pas au nombre de points. Dans nos unités ne comptant pas pour le nombre d'unités, nous avons 3 modules de largage avec un lieutenant et CL Blaster, un capitaine et un doyen Blade Guard accompagnés de ces Blade Guard, ainsi que 10 Infernus. Il nous reste donc une unité avec un capitaine Phobos et des infiltrateurs, 2 unités avec un archiviste Phobos et les éliminateurs, 2 unités de suppresseurs, 2 unités d'inceptors, pour un total de 7 unités. Pour respecter le nombre d'unités, AS Miniature devra déployer 4 unités, soit les infiltrateurs, les 2 unités d'éliminateurs pour redéployer avec le capitaine, et une des 4 unités suppresseurs ou inceptors. Déjà, à partir de là, on s'aperçoit que même s'il met en réserve les infiltrateurs et les éliminateurs, il reste une unité déployée. Bon, et du côté des points. Pour respecter le nombre d'unités déployées, les infiltrateurs avec capitaine, éliminateur, archiviste et inceptor, car ils coûtent plus cher que les suppresseurs, on reste à 680 points. Donc il manque 320 points pour avoir la moitié en points de déployer. On s'aperçoit qu'il n'est pas possible d'avoir 0 figurine au tour 1 avec les limitations fournies par les règles du jeu. Pour finir avec cette 8e étape, on vous explique la manière dont les réserves peuvent arriver sur le champ de bataille. 9e étape, déployer les armées. Déployez vos unités chacun à votre tour en commençant par le joueur défenseur. Lorsqu'un joueur a terminé de tout déployer, votre adversaire place tout le reste de son armée. À ce moment-là, nous n'avons toujours pas commencé la bataille, et nous n'avons pas encore déterminé qui commence la partie. Donc, vous devez encore attendre un peu pour utiliser la capacité de votre capitaine Phobos. En 10e étape, déterminez le premier tour. Vous tirez au dé, et le gagnant commence forcément la partie. On pourrait penser que c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser la capacité de votre capitaine Phobos, mais ce n'est pas encore le cas, car on nous dit bien que c'est après avoir déterminé le premier tour, et non pas pendant, ou après le tirage au dé. 11e étape, résoudre les règles de pré-bataille. Nous sommes enfin après le déploiement des armées et de la détermination du premier tour. Vous pouvez enfin utiliser la capacité de votre capitaine Phobos. Mais attention, nous ne sommes pas encore à l'étape de commencer la bataille. Donc vous devez toujours avoir la moitié de vos unités déployées sur le champ de bataille et la moitié en nombre de points. 12e étape, commencer la bataille. Enfin, nous y sommes, sur la première étape qui détermine le début d'une partie de Warhammer 40 000. Et vous vous rendez compte que lorsque nous suivons précisément les étapes une par une, on se rend compte qu'il est impossible de commencer une partie avec la moitié de son armée, aussi bien en nombre d'unités qu'en points. Car je vous rappelle qu'au 3e point de l'étape 8, on vous dit que vous ne pouvez commencer la bataille, donc l'étape 12, sans avoir la moitié en nombre d'unités et de points sur le champ de bataille. Il serait possible de commencer une partie avec aucune figurine en jeu si les étapes 12 et 11 étaient inversées, et ce n'est pas le cas. Je ne connais pas par cœur toutes les possibilités qu'offrent toutes les factions de Warhammer 40 000, en termes de redéploiement et de mise en réserve. Mais d'après les étapes des parties Léviathan en saut capitulaire, oui, le nom est toujours pompant, il ne me semble pas possible d'avoir 0 figurine en jeu au tour 1. Ce qui est des autres modes de jeu, dans les règles de base, l'étape commencer la bataille arrive après les règles de pré-bataille. Donc il n'est logiquement pas possible non plus d'avoir 0 figurine au tour 1. Pour avoir jeté un coup d'œil assez rapide, c'est la même chose pour le mode croisade. Je ne vous parlerai pas des autres étapes car la vidéo me semble déjà assez longue pour expliquer comment se déroulent toutes les étapes de début d'une partie. En tout cas, je tiens sincèrement à remercier AS Miniature pour s'être essayé à l'exercice qui m'a permis de me replonger dans les règles de début de partie et d'avoir soulevé un sujet où de nombreuses personnes avaient une connaissance assez brumeuse sur comment se déroulent les étapes de début de partie. D'ailleurs, je tiens à souligner que la chaîne YouTube de Farhammer, le lien est en description, explique bien au début de leur rapport de bataille toutes les étapes à suivre. Bon, leurs rapports de bataille sont très longs du coup, que ça rajoute beaucoup de temps, mais en tout cas, tout y est très didactique. Allez, encore une fois, merci à AS Miniature pour sa gentillesse de m'avoir autorisé à utiliser sa vidéo, et pour le reste, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner, cela aide énormément au développement de la chaîne.
Si vous voulez avoir accès aux épisodes en avance et ce sans publicité, n'hésitez pas à vous diriger en description, vous y trouverez le lien de ma page Tipeee. D'ailleurs, vous aurez aussi un lien d'affiliation ainsi qu'un coupon de réduction de 5% sur vos commandes effectuées chez notre partenaire Wargame House, qui s'est engagé à reverser 5% de vos achats à la chaîne. Allez, je ne vous embête pas plus, et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent Wargame.